Bonjour Jérôme, Bonjour Charlotte, ravi de vous retrouver. moi aussi. Alors la guerre en Iran a commencé il y a plus d'un mois maintenant et le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Alors j'imagine que ça a des répercussions énormes sur l'économie mondiale. Comment voyez-vous les choses? Les répercussions sont à travers l'augmentation des prix d'énergie. Le prix du pétrole a sensiblement augmenté. Je pense qu'il est difficile de s'imaginer qu'il va retomber sous les 70 dollars, là où on s'attendait à ce qu'il soit avant le début du conflit, avant la fin de l'année. Donc un prix de l'énergie élevé, ça a deux conséquences qu'on appelle stagflationnistes. Alors rappelez-nous ce qu'est la stagflation. Alors, première conséquence, c'est que l'inflation va s'accélérer lorsque les prix de l'énergie augmentent de façon assez naturelle. La deuxième chose, c'est que le fait que l'énergie soit plus chère va ralentir la croissance économique. Cela étant dit, personne n'a intérêt à ce que le détroit soit fermé ad vitam aeternam. Donc, à un moment donné, les prix vont se normaliser. Et dans le scénario sur lequel nous travaillons, l'économie mondiale est capable de digérer ce choc stagflationniste. Alors on parlait d'inflation, de Ouais. choc inflationniste même. On en a vécu un quand même en 2022 lors de l'invasion en Ukraine par la Russie. On sortait du Covid à l'époque. En quoi est-ce que ce choc et cette crise est différente aujourd'hui? Il est différent en ce sens que le choc énergétique à l'époque est venu se superposer à un autre choc que nous avions notamment sur les biens manufacturés, les ordinateurs, toutes les choses qu'on importe de Chine et qui avaient subi des augmentations de prix très fortes puisque les chaînes de production étaient grippées. Et donc choc énergétique plus choc sur les biens manufacturés, l'inflation aux États-Unis est allée jusqu'à 9%. Ici, c'est différent. Ça se confine à l'énergie. Certes, c'est grave, ça donne les implications que je vous ai données, mais ça se confine à l'énergie. Alors, l'inflation repart à la hausse. J'imagine que dans ce cas, les banques centrales ont plutôt intérêt à maintenir leur taux à la baisse. Alors, on s'attendait au début de cette année à ce que la politique monétaire de toutes les banques centrales reste très souple. Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est qu'elles sont toutes attentives. Il n'est pas certain que nous ayons d'autres baisses des taux d'intérêt, sauf peut-être aux États-Unis à la fin de cette année. J'imagine que ça a des conséquences aussi sur votre politique d'investissement. Au fur et à mesure que cette crise s'est développée, nous avons tenté de rendre les portefeuilles plus résilients. Nous avons adapté la voilure, réduit la voilure sur nos investissements dans les marchés émergents qui sont aussi très touchés par ce choc. Nous avons aussi réduit la voilure sur les obligations à haut rendement. En général, nos portefeuilles restent investis puisqu'on pense qu'il y a du bénéfice à retirer du cycle d'investissement dans lequel on est. Les entreprises investissent beaucoup pour s'apprêter pour l'intelligence artificielle. Cela étant dit, ça vaut la peine d'être plus prudent. Vos équipes viennent de rédiger une note sur l'Europe et sur la façon dont elle gère actuellement la situation. Quelles sont les conclusions de cette note? Ce que nous tentons d'examiner, c'est la façon dont l'Europe va pouvoir traverser cette crise. Elle fait partie des régions qui sont le plus touchées par le choc énergétique. Mais vous savez qu'il y a aussi des plans de relance qui sont mis en œuvre par l'Allemagne et qui permettent d'adoucir le choc. Cela étant dit, ce que vous verrez dans la note, c'est que les estimations de croissance en Europe ont été revues. On s'attend à une croissance de moins d'1% cette année. Et les estimations d'inflation pour l'Europe se situent pour cette année de nouveau à 3%. D'où l'attitude attentiste de la Banque centrale européenne. Parfait, Jérôme, merci pour toutes ces explications. À bientôt. Merci.